Bonjour, la présente capsule est sur l'expérience utilisateur. Euh, c'est vraiment un survol qu'on va faire pour montrer dans le fond que c'est pas la même chose que l'interface utilisateur. C'est un petit infographie que j'ai trouvé ici euh, qui montre un petit peu c'est quoi la différence entre les deux. L'interface utilisateur, mais c'est vraiment plus qu'est-ce que la personne va voir là, ici. Design graphique, où sont placés les éléments, les polices, les couleurs choisies, ainsi de suite. Mais l'expérience utilisateur, c'est plus qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le chemin ou le parcours d'un utilisateur dans notre application? Où il va trouver son information? Ainsi de suite. Je vais vous montrer le petit PowerPoint que j'ai mis ici. Euh, pour la bonne place. Ça ici. Avec définition des principes, un modèle à 5 plans. C'est un modèle qui est populaire, mais c'est vraiment plus de la théorie. On va regarder ça ensemble et la pratique. L'expérience utilisateur, c'est un ensemble de perceptions et des interactions qui résultent de l'utilisation d'un produit ou d'une ressource informatique. J'ai mis le mot en rouge perception. On le revoit dans l'autre définition ici. Recouvre la façon dont un site ou une application est perçue et ressentie par ses utilisateurs en fonction de ses qualités ergonomiques de navigation et de contenu. On voit que c'est l'utilisateur qui est au centre de ça. C'est comment lui perçoit le tout. Il y a deux volets. Il y a un volet qui est un volet de recherche, puis un volet de conception. Volet recherche, mais qu'est-ce que mes utilisateurs veulent? C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'application? On peut faire de la recherche qualitative ou quantitative. Nous, on ne fera pas ça dans le cadre du cours, mais grossièrement, on observe qu'est-ce que les gens veulent. Les gens utilisent notre application, puis on mesure. On a vu qu'on avait Google Analytics dans, je pense, peut-être le deuxième cours qu'on a fait. Ça, c'est des choses qu'on peut mesurer avec Google Analytics, le taux de rebond, de conversion, de rétention. Le taux de rebond, c'est combien il y a de personnes qui arrivent sur notre site et qui font juste repartir en dedans de quelques secondes. Si on a un gros taux de rebond, c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le site et qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent et qui s'en vont ailleurs. Conversion, mais c'est qu'on leur donne, on veut qu'ils fassent quelque chose, par exemple, s'inscrire à une infolettre. S'il y a 100 personnes qui arrivent sur une page, puis qu'il y a un gros bouton rouge, inscrivez-vous à l'infolettre, puis il y en a 50 seulement qui s'inscrivent, mais mon taux de conversion va être de 50%. Rétention, mais c'est combien il y a de mes utilisateurs qui vont revenir après un certain temps. Ça, c'est de la recherche, c'est des choses qu'on veut connaître de nos utilisateurs afin d'améliorer le site. Ça, c'est le volet recherche. Il y a le volet conception aussi. Grossièrement, qu'est-ce que je vais concevoir en fait? De la façon qu'on va le faire, mais on va créer, par exemple, des personas. Personas, c'est un utilisateur type de notre application. Par exemple, dans mon cas, homme, quarantaine, est à l'aise avec l'informatique. A le goût de faire les choses rapidement, par exemple. Avec ça, puis on lui donne un nom, Philippe. Là, quand on va développer notre application, on va garder Philippe en tête. Souvent, on va en faire deux. Un qui est principal, puis un qui est secondaire. Il peut en avoir plus que deux aussi. Mais grossièrement, c'est quand on va discuter ensemble de ce qu'on devrait concevoir, on va dire qu'est-ce que Philippe aimerait avoir? Ou qu'est-ce que Rachel aimerait? Mais ce n'est pas des vraies personnes, c'est juste un portrait en fait, de quelqu'un. On va concevoir les maquettes filaires aussi. L'architecture de l'information, ça jusqu'à maintenant, on ne l'a pas fait beaucoup. Mais gardez en tête qu'un site, s'il y a 100 pages, mais il faut qu'il y ait une certaine structure de comment je trouve les choses. En ce moment, nos sites, ils ont 3 ou 4 pages. C'est pas difficile, dans le fond, d'y naviguer. Mais normalement, il faut vraiment avoir une architecture de l'information. Je vais essayer de vous trouver un exemple rapidement ici. Comme ça ici. On voit ici, le fond, l'accueil. Excuse-moi, je vais l'agrandir. Bon, ça ne marche pas. L'association, mais il y a 3 pages d'association. Dans Magazine, il y a ça ici. C'est qu'il y a une certaine structure. On ne met pas les pages n'importe comment, puis avec des liens un peu n'importe comment.
D'ailleurs, la petite image qui est ici, on va en parler, on va la voir, ça fait partie, dans le fond, des 5 étapes, les 5 niveaux. On peut faire une carte de l'expérience utilisateur. Je vais montrer aussi. Quelque chose comme ça, ben, qu'est-ce que l'utilisateur fait? Ben, il arrive, il a un besoin, il rentre ici. Là, son intérêt par rapport au site, ben, il va fluctuer dans le temps. Il compare des choses. Il descend, il négocie, puis il fait un choix, puis il décide. Ça, c'est vraiment un chemin, un parcours utilisateur pour quelque chose de précis. C'est ça qu'on fait habituellement. Un autre exemple ici, là, on ne les voit pas très bien. Agrandir. On a ici les sentiments de l'utilisateur. Il est intéressé, il n'est pas sûr, il est nerveux, il est excité, il est content. Hop, après ça, il est frustré. Il s'est passé des choses dans son parcours ici. Il y a des cartes d'empathie aussi. Je te mets ici, empathie mapping. Comme ça ici. Qu'est-ce que, dans le fond, l'utilisateur dit, il fait, il se sent, il pense. On met l'utilisateur vraiment au centre de tout. Il y en a un exemple ici. Vous pourrez chercher si vous voulez. Je ne vous demande pas d'en faire dans le travail, mais ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Des scénarios, des user stories aussi, ou des récits utilisateurs. Souvent, c'est ce qu'on voit en agile. Un récit utilisateur, habituellement, ça a 3 parties. L'utilisateur, ben, le type d'utilisateur, ce qu'il veut faire, puis la raison pour laquelle il veut faire. En tant que professeur, je veux entrer les notes de mes étudiants dans l'application afin qu'ils soient au courant de leur progression, par exemple. C'est toujours comme ça. En tant que X, je veux faire Y pour la raison Z. Si vous avez fait de l'agile un petit peu, normalement, vous devriez en avoir entendu parler des user stories ou récits utilisateurs. Le UX comprend plein de choses, l'ergonomie du site web, l'accessibilité, ce qu'on parle dans le fond depuis depuis cette semaine, la stratégie, le marketing, le graphisme, les perceptions d'un site web. Juste faire attention, le UI, comme je disais tout à l'heure, c'est plus que ce qui est visuel. Le UX, User Experience, c'est vraiment la totalité de l'expérience. Par exemple, dans l'ascenseur, vous interagissez avec l'ascenseur pour monter et descendre, mais l'expérience de monter dans l'ascenseur, c'est pas juste le bouton, dans le fond, pour monter et descendre, puis la couleur des murs, c'est le bruit qu'il va faire, le temps que ça va prendre avant qu'il monte ou descend. Est-ce qu'il y a des odeurs bizarres? Est-ce que quand vous attendez pour que l'ascenseur arrive à vous, est-ce que l'air est intéressant? Dans le fond, est-ce qu'il y a des plantes ou des choses comme ça? Avec ça ici, ça couvre vraiment l'expérience au complet. Des petits exemples, dans le fond, on crée quelque chose des fois, puis c'est pas comme ça qu'il est utilisé. Il faut garder ça en tête. Dans le fond, on voit ici qu'il y a un trottoir qui a été fait. Mais finalement, l'utilisateur, lui, il utilise, il fait son propre chemin, en fait, en fonction de. Même chose pour les chats ici. Là, on met 3 bols de chat, puis on s'attend à ce qu'ils mangent un dans la gauche, un dans le centre, puis un à droite. Mais c'est pas ça qui se passe. Et vous ne pouvez pas contrôler ce que les utilisateurs vont faire ou réagir ou penser. On essaie, dans le fond, d'améliorer l'expérience, mais vous n'êtes pas l'utilisateur au final. Un cas classique, dans le fond, d'amélioration, ici à gauche, c'est la carte du métro de Londres dans le passé. Et ils l'ont changé en 1733 pour ce qui est à droite. Celle qui est à gauche là, est plus réaliste. C'est plus la réalité. Mais quand tu es dans le métro, tu n'as pas besoin de savoir qu'il va faire un gros tournant, puis après ça, il va faire un petit tournant ici pour se rendre à telle station. Fait qu'ici, les rails de métro sont pas toutes
pas perpendiculaire, parallèle comme ça ici. On a simplifié les graphiques pour pouvoir s'y retrouver facilement. C'est ce qu'on voit maintenant. Là, vous allez à Montréal, c'est le même genre de schéma qu'on voit ici. C'est pas la réalité, mais c'est suffisant pour ce qu'on a besoin de faire pour se retrouver et savoir où aller. Les grands principes de l'expérience utilisateur, mais la simplicité, on veut un site simple. Intelligibilité, mais c'est lié à l'accessibilité aussi. Il faut que ce soit compréhensible ce qu'il y a à faire. Stabilité et fiabilité, encore là, c'est lié à l'accessibilité, le WCAG. On se souvient qu'il y avait un aspect de robustesse. La sécurité, ici. Crédibilité, est-ce que j'ai confiance à l'application? J'ai-tu confiance à ce qu'elle me dit? J'ai-tu confiance assez pour rentrer mes informations? La vitesse, on se souvient que dans le fond, Google, par exemple, va donner des points pour deux sites qui sont pareils, sauf la vitesse de chargement, mais le site qui charge plus vite va apparaître plus haut dans les résultats de recherche. Et l'utilité, c'est le but, dans le fond, d'un site d'avoir une utilité. Le principe, c'est une expérience utilisateur, c'est un événement à un moment et à un endroit. Vous ne contrôlez pas, vous savez un petit peu c'est quoi l'événement. La personne est en train de soumettre une photo sur Facebook. Vous savez le moment. Dans le fond, elle est en train de le faire à 23h55, mais vous ne savez pas où elle est à ce moment-là. Ça peut avoir un impact sur elle. C'est le genre de. Vous gardez en tête que l'expérience utilisateur, mais c'est l'utilisateur lui-même qui perçoit des choses en fonction de où est-ce qu'il est à un moment X. Il y a toujours une expérience utilisateur, peu importe le type d'application que vous faites, et ça, c'est peut-être la chose la plus importante dans le fond de la présentation. Vous n'êtes pas un utilisateur. Parce que vous allez mal tester le tout. Vous allez dire, ah, mais c'est correct, on a juste à cliquer là. Vous avez pour deux raisons. Si c'est vous qui avez créé l'application, mais vous savez un petit peu où est-ce qu'ils sont, peut-être où est-ce qu'ils sont les bugs, ou vous savez comment l'utiliser. Deux, vous êtes tout en informatique. Vous n'êtes pas un utilisateur standard, là. Considérez-vous pas comme utilisateur. Souvent, on va faire des groupes de discussion avec des utilisateurs réels pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de notre application. Votre application est en compétition avec tout. On est toujours, notre attention est toujours en demande, soit directement sur Internet, la personne, sur votre ordinateur, ah, j'ai une notification Teams, je vais aller répondre. La personne quitte votre application, elle fait autre chose pendant ce temps-là. Est-ce que ça peut causer problème? Mais ça dépend. Par exemple, si elle est connectée, puis après un certain temps, vous la déconnectez, ça arrive dans plusieurs sites. Par exemple, l'Université Laval, leur site fonctionne comme ça. Là, après 20 minutes, il va y avoir un petit pop-up qui va dire, mais ça fait longtemps que tu es inactif, est-ce que tu veux rester connecté ou pas? Mais pas juste l'attention au niveau de l'ordinateur, mais la personne, on se souvient qu'elle est c'est un événement qu'elle est en train de faire, est à un moment X, est à un endroit X. Elle est peut-être à l'école, elle est peut-être sur son heure de dîner. Il faut garder ça en tête. C'est très difficile de garder l'intérêt de l'utilisateur. L'utilisateur, lui, s'engage sur un parcours. Quand il rentre sur votre site, il y a un but. Il est supposé faire quelque chose. On peut essayer de l'amener à faire cette chose-là, ou des fois, on peut essayer de l'amener à faire autre chose aussi en même temps. Par exemple, l'exemple de l'infolettre. Mais il y a toujours un but. Là. Quand il arrive sur votre application, il y a un but. C'est le modèle à 5 plans que je parlais tout à l'heure. Stratégie, la taille du projet, la structure, le squelette et ce qu'on voit au final. On part du abstrait puis on s'en va de plus en plus au concret. Je vous laisse ça ici si ça vous intéresse. On voit pas bien tout ça. Si ça vous intéresse d'aller plus en détail là-dedans, il y a un livre en fait, c'est tiré d'un livre ici. Je pense qu'on l'avait tout à l'heure, je vais juste essayer de le trouver. Bon, ici. Ici.
Son nom est Jesse James Garrett, qui est très intéressant en fait là, du CJ. OK, ça ici, The Elements of User Experience, puis c'est disponible à la bibliothèque de la Ville de Québec, là, si ça vous intéresse. Ça ici, c'est tiré de ça, puis on voit en bas, on part du bas, puis on s'en va vers le haut. Avec ici, besoin d'utilisateur et objectif du site, on essaie de spécifier ça. Après ça, on va regarder, mais c'est quoi les spécifications fonctionnelles? C'est quoi le contenu qu'on veut? Il va falloir choisir. Il y a toujours des questions de choix en informatique, mais qu'est-ce que j'affiche sur la page d'accueil versus qu'est-ce que j'affiche ailleurs? Design d'interaction, mais qu'est-ce que la personne va... comment l'utilisateur se promène dans l'application ou dans le site web? Architecture de l'information, mais comment structurer l'information? Ici. Vous avez d'autres choses jusqu'à temps qu'on arrive à vraiment quelque chose de visuel. Quelques aspects pratiques d'expérience utilisateur, mais limiter le nombre de choix. Trop de choix, ça augmente l'augmentation du temps de réponse et risque d'abandon. Quand je travaillais dans la pharmacie, puis j'avais fait un petit cours sur comment vendre des appareils photo dans les pharmacies, il disait, ben, tu sors pas 5 appareils photo, tu vas mêler ton client, puis sors-en 2, puis tu essaies de le faire choisir entre ces deux-là. Une fois qu'il en a choisi un des deux, mais après ça, tu peux lui en remontrer deux qui sont plus proches de celui qu'il a choisi. Trop de possibilités, mais ça peut être mélangeant. Il faut parler le langage de l'utilisateur. Un exemple, moi, quand je travaillais chez Desjardins, mais je parlais tout le temps de la prime d'assurance. Mais au final, l'utilisateur, mais lui, c'est une offre qu'il veut. Là. Il veut pas nécessairement savoir la prime, il veut avoir l'offre. C'est quoi l'offre que Desjardins me fait, dans le fond? Alors que nous, on parlait en termes de prime, parce que c'est le montant. Mais l'offre, c'est beaucoup plus global, c'est le montant plus les garanties et les avenants. Favoriser le connu, quand on met des icônes dans votre site, mais il faut que ce soit des icônes qui soient connues par la majorité des gens. Quand on voit une icône de poubelle, ben on se doute que quand je vais cliquer sur la poubelle, ben il va se passer quelque chose qui va effacer quelque chose dans l'interface. Ça fait du sens. Mais si vous voulez faire la même chose, puis vous mettez une icône d'aimant, un magnet, mais là, ça ne fait pas de sens. Les gens ne comprendront pas que l'icône qui a un aimant dessus, mais que ça sert à faire quelque chose qui n'a pas rapport ici. Souvent, on va garder les mêmes. Partager, par exemple, je vais chercher ici. Avec l'icône de partage qu'on voit régulièrement, mais ça en est ici. Là. On reste là-dedans. Je ne sais pas si vous avez une idée vraiment originale, mais peut-être y penser, mais souvent, l'utilisateur s'attend à trouver des signes qui sont comme ça, puis ils sont très compréhensibles pour lui, parce qu'il l'a vu dans 100 autres applications avant. Les interactions, mais il faut que les interactions soient standards aussi. Par exemple, si je glisse quelque chose, puis faut que ça fasse du sens ici. Quand je clique et glisse, mais c'est supposé de faire quelque chose et non autre chose. Si je clique et glisse, puis finalement ça efface l'élément, mais je vais demander, mais pourquoi c'est ça? C'est pas supposé. Fait qu'on reste dans le connu, à moins d'avoir vraiment une idée de génie, on reste dans le connu. Mettre les éléments importants en haut ou à gauche. Peut-être que vous avez déjà vu ce patron-là. Souvent, ils font des analyses du eye tracking, qu'ils appellent en anglais. Ben, ils analysent les yeux des gens qui vont sur certains sites. Puis quand c'est rouge ici, ben, c'est là que l'œil reste le plus longtemps. Puis ça, c'est un patron que vous allez voir plein de fois. Disons qu'on peut en chercher, ben, on voit qu'il y a plein de sites ici. Comme ça ici, ça fait un genre de F, mais pas vraiment un F, là, mais vous voyez. Un autre ici. Grossièrement, quand on arrive sur un site, nos yeux vont le balayer. Puis ce qui est le plus important, va sûrement être à gauche, en haut, ou, dans le fond, vous voyez tout ce qui est en rouge, là.
Avec l'œil, dans le fond, puis vous en êtes sûrement déjà rendu compte quand vous avez navigué sur un site, mais on niaise pas, là. On essaie de chercher rapidement ce qu'on a de besoin, puis on ne s'attarde pas nécessairement sur tous les éléments. Développer pour le mobile en premier lieu, c'est ce qu'on fait avec Bootstrap. Privilégier les pages plus longues aux clics nombreux. Juste faire attention pour avoir des pages trop longues, mais ça peut être utile. C'est ça qu'on voit de plus en plus, des pages qui sont plus longues que d'avoir plein de clics à faire pour se rendre à quelque part. Je pense qu'il y a une règle du pouce qui dit que n'importe où dans ton application, je suis supposé m'y rendre en 3 clics. Si ça va plus que ça, mais ça peut être compliqué là, pour les personnes de se retrouver, puis la fois d'après de se souvenir, mais c'est quoi, comment je fais pour me rendre donc à telle page? C'est tout pour l'expérience utilisateur. C'est vraiment un survol. Si ça vous intéresse, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-dedans.